Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la guerre actuelle entre l'OTAN et la Russie pour s'approprier l'un ou l'autre la domination sur l'Ukraine. D'abord, je voudrais dire que entre pays capitalistes, la nature profonde de ce type de régime fait qu'il y a toujours des guerres entre plusieurs pays ou entre une coalition et un pays, le but étant de s'approprier la force de travail, la force industrielle et le marché d'un pays ou de l'autre. Ou pour le moins, pour changer la répartition de la puissance industrielle et la domination capitalistique sur le monde, au profit d'un groupe ou l'autre. Le monde actuel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est issu d'une grande guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dont sont issues deux grandes puissances, deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis. L'URSS a gagné la guerre sur le continent européen. Les États-Unis ont gagné la guerre dans le Pacifique et ils ont participé à la guerre sur le continent européen. La puissance des deux armées à la fin de cette guerre a fait qu'il y a eu un modus vivendi pacifique qu'on a appelé la guerre froide, où il y a eu répartition des aires de domination de chaque partie. Nous, en France, nous faisions partie de l'ère dominée par les États-Unis. C'est eux qui fournissaient les directives principales de notre politique nationale et internationale. Je rappelle que quand les socialistes, associés au Parti communiste, ont gagné les élections en 1981, les États-Unis ont vraiment réfléchi à la possibilité d'intervenir par différents canaux pour changer l'issue du scrutin. Mais Mitterrand a donné les garanties nécessaires et au bout d'un an ou deux, les communistes étaient éjectés du gouvernement. Bien. On a eu une paix relative avec répartition des aires d'influence entre les États-Unis et l'URSS jusqu'à l'année 90. Cette période s'appelait au départ la guerre froide, puis la coexistence pacifique, puis avec Gorbatchev, le naïf Gorbatchev, qui n'était pas naïf en fait. Il exprimait l'état des forces politiques à l'intérieur de l'URSS. L'URSS, avec le temps, avait laissé se développer en son sein des mouvements de corruption, des groupes d'influence, qui ont fait que les dirigeants ne croyaient plus au régime qu'ils étaient censés servir. Et donc, après avoir amassé des fonds de façon clandestine, un jour ils ont dit, bon, maintenant on va officialiser la situation, on va dissoudre le pacte de Varsovie, on va dissoudre l'URSS. Gorbatchev a eu beaucoup d'argent pour créer une fondation en récompense du fait d'avoir dissous le pacte de Varsovie, puis d'avoir dissous l'URSS. Et il a vécu très confortablement jusqu'à la fin de sa vie, avec l'argent de l'Occident. On peut donc dire, a posteriori, que Gorbatchev a été un agent des États-Unis. L'URSS n'existe plus. Donc la propriété collective des moyens de production de l'URSS est passée à ce qu'on a appelé les oligarques, c'est-à-dire d'anciens responsables associés à des délinquants qui ont pris par la force, en s'associant à des malfaiteurs, des prisonniers sortis de prison, des assassins, et ils ont pris l'économie nationale, ils se sont partagés le gâteau.
C'était le plus grand hold-up de tous les siècles. En quelques mois, quelques années, toute l'industrie euh, soviétique qui avait été construite par l'apport et les sacrifices de 240 millions de citoyens soviétiques est passée dans les poches privées d'un groupe d'oligarques. Bien, à ce moment, les États-Unis ont voulu euh, découper l'URSS en morceaux pour mieux la contrôler. Pourquoi? Parce que normalement, si on s'en tient à la doxa officielle, la Russie étant devenue un pays capitaliste, les États-Unis sont un pays capitaliste, il n'y a plus d'antagonisme de classe entre les États-Unis et la Russie, la République fédérative de Russie. Mais les contradictions naturelles entre pays capitalistes font qu'il ne peut pas y avoir deux superpuissances capitalistes. Une doit tuer l'autre. Alors, après avoir grignoté tous les pays du pacte de Varsovie, après avoir grignoté même des pays qui étaient dans l'URSS, les pays de la Baltique, pays baltes, les États-Unis, aidés par l'Union européenne, ont voulu arracher l'Ukraine à l'influence russe. Bien. Et chacun a essayé de faire à sa manière. Je prends un exemple. Les États-Unis ont libéré l'Europe occidentale du joug allemand. Mais en partant, ils ne sont pas partis, les troupes sont toujours en Allemagne, ils ont gardé la mainmise sur ces pays, sur la politique de ces pays, sur l'élite politique de ces pays. Par différents moyens, des bourses, le contrôle financier, le fait de donner tous les médias dominants de l'Europe de l'Ouest à des milieux euh, très liés aux États-Unis, notamment à des milieux qui se ashkénazes, qui se disent juifs, qui sont solidaires des États-Unis, notamment appuyés par le lobby juif aux USA. Donc, les États-Unis n'ont jamais relâché prise sur l'Union, sur les pays de l'Europe occidentale. Par contre, on constate que le PCUS, Parti communiste du RSS, ne contrôlait pas aussi bien les pays de l'Europe orientale, de l'Europe de l'Est, puisqu'il y a eu des soulèvements réguliers et même quand le pacte de Varsovie s'est disloqué, suite à l'abandon par Gorbatchev, les pays n'ont pas opposé une résistance pour maintenir les moyens de production en propriété collective des peuples concernés. Là aussi, très vite, les biens publics ont été dispersés et il y a eu des groupes capitalistes aidés par les États-Unis, par les Européens, pour effacer les traces du communisme. Ça s'appelait la décommunalisation des pays anciennement communistes. Et la même chose s'est passée en Russie et en Ukraine aussi. Donc l'URSS, quand elle s'est disloquée, il y a eu d'abord l'indépendance des pays baltes, un par un, puis il y a eu la dislocation en 5 pays fédérés. La Russie, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine et la Biélorussie. Mais les liens entre eux étaient distendus, c'était des pays indépendants.
Et là-dessus, il n'y avait plus de coordination au niveau de l'ex-URSS. Chaque pays avait sa propre élite politique qui dirigeait le pays à sa façon. Alors, dans ce cas, le pays qui a été le plus pourri, corrompu, c'était l'Ukraine, plus que tous les autres. La Biélorussie a tenu tête et ne voulait pas jeter le bébé avec l'enfant. Ils ont gardé un système quasi communiste, parti unique, etc., avec une opposition très faible, voilà. Et en Russie, tout partait à volo jusqu'au moment où Poutine, après avoir à plusieurs fois demandé à rentrer dans l'OTAN, à participer dans l'Union européenne, on le refusait. Le but, c'était de le découper d'abord en morceaux et sélectionner qui prendre et qui ne pas prendre. Prendre, c'est-à-dire prendre comme partenaire égal. Mais partenaire égal, je peux vous dire, en Union européenne actuellement, est-ce que la France ou l'Allemagne ont des droits identiques à ceux de la Roumanie ou ceux de la Hongrie ou même de la Pologne? Non. La force économique, la force politique, ça marche ensemble et c'est réservé à quelques États. D'autres suivent, subissent, comme la Bulgarie. Bien. Alors, Poutine, après avoir essayé de rentrer dans la famille, après avoir subi des refus, après avoir même ouvert son arsenal aux USA, qui n'ont pas ouvert le leur, alors il a décidé de relever la tête et de devenir un nationaliste, capitaliste, nationaliste russe. Et il a décidé de rétablir le pouvoir central russe. D'ailleurs, il a remplacé la doxa marxiste par la doxa chrétien orthodoxe. Voilà. Alors que la Russie actuelle compte une vingtaine de millions de musulmans, c'est-à-dire autant que la Belgique. Bon. À partir du moment où Poutine a décidé de s'opposer à la volonté occidentale de se faire bouffer, et il a aussi décidé de maintenir l'influence russe en Ukraine qui comptait au départ 45 millions d'âmes en majorité slave. Mais il a décidé à un moment donné, il a accepté de partager l'influence sur l'Ukraine entre l'Union européenne, la Russie et derrière l'Union européenne, l'OTAN. Et là, il a eu un refus de l'OTAN, un refus de l'Union européenne. Et au bout du bout, après l'échec de certaines révolutions oranges, eh ben, ils ont fait un coup d'État, le Maïdan, le coup d'État avec des coups de feu, des morts, pour prendre la main sur l'Ukraine. Et en prenant la main sur l'Ukraine, ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils ont interdit la langue russe aux russophones, qu'ils ont décidé de dérussifier tout en prétendant décommuniser l'Ukraine.